cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à une figure particulière de l'histoire moderne, j'ai nommé les secrétaires. Alors, qui sont ces personnages des 16e, 18e siècles? De quel milieu viennent-ils? Que nous disent-ils de l'évolution administrative de la France? Peut-on d'ailleurs finalement les inclure dans cette vision administrative? C'est ce que nous allons voir avec Nicolas Chapira. Nicolas Chapira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Paris-Nanterre et vous venez de publier Maître et secrétaire, 16e, 18e siècle, l'exercice du pouvoir dans la France d'Ancien Régime, un livre préfacé par Roger Chartier, donc un livre paru chez Albin Michel. 2 cours d'histoire consacrés à ces personnages si particuliers et c'est un monde au fond très complexe. Quand est-ce qu'apparaissent véritablement les secrétaires, Nicolas Chapira? Les secrétaires particuliers, ils apparaissent à la fin du Moyen-Âge, au moment où les États prennent leur essor. État français, mais aussi État bourguignon, État italien, et ils apparaissent en fait dans le sillage d'une première bureaucratisation du pouvoir. Et vous expliquez bien que leurs origines premières, 10e, 12e siècle, ce sont au fond les monastères, c'est l'Église qui a créé en quelque sorte cette charge? Oui, les secrétaires au début ont des fonctions, semble-t-il, financières dans l'Église, notamment dans les monastères, comme ça a été montré récemment. Alors c'est intéressant parce que évidemment le secrétaire pour nous est une figure qui est associée à la plume, à l'écriture, mais en fait les secrétaires tout au long de la période, ils ont aussi des fonctions du côté des finances, ne fût-ce que la garde des deniers de leur maître lorsque ceux-ci sont en voyage et qu'il faut payer différentes choses et aussi payer les gages des autres domestiques. D'où vient le mot secrétarie exactement? Il y a plusieurs thèses. Il y a plusieurs thèses, mais ça vient vraisemblablement de l'idée de trésor, en fait, de l'idée de trésor à garder, et de là, ça a évolué vers des fonctions plus larges de domestique de plume. Mais quand vous parlez de trésor, vous évoquez, j'allais dire, des espèces sonnantes rétribuchantes, ou bien le fait de garder un secret? En fait, le secret des affaires, en l'occurrence. Alors, pour cette question-là, je prends toujours pour guide le personnage auquel j'ai consacré ma thèse, qui a été publiée il y a maintenant un certain temps aux éditions Champvallon, qui était consacré à Valentin Conrart, le premier secrétaire de l'Académie française, un homme de lettres du XVIIe siècle, qui était en même temps secrétaire du roi, donc qui avait ce titre de secrétaire, et puis donc secrétaire de l'Académie française. C'est une sorte de spécialiste en matière de secrétaire. Et lui, il a écrit un petit texte manuscrit de l'origine du mot de secrétaire. Et il feint de s'étonner au début en disant, mais on dit toujours que les secrétaires sont nommés ainsi parce qu'ils gardent les secrets de leur maître, mais pas du tout. Les secrétaires, leur fonction, c'est au contraire de les rendre publics, ces secrets, en écrivant des dépêches pour leur maître, qui s'adressent éventuellement à d'autres princes, ou bien en rendant publiques les décisions du prince à l'égard de leur sujet. Donc lui, il voit plutôt la fonction du côté de la communication politique, d'une certaine manière, d'une publicisation des décisions d'un puissant. Et c'est une vision, je crois, assez précieuse. Alors bon, bien sûr, les secrétaires, ils devaient garder le secret, mais ils devaient garder le secret comme tous les domestiques, au fond. Ils avaient un devoir de fidélité, d'obéissance, et bien sûr, les secrétaires trahissant leur maître, emportaient leur secret. Mais dans le tout venant de leurs activités, de leurs actions, ils étaient plutôt
du côté, en effet, de la publicité plutôt que du secret. Il n'était pas associé fondamentalement aux décisions politiques. Ce n'étaient pas des figures de conseillers du prince. Ils pouvaient, au cours de leur carrière, atteindre ce niveau-là de responsabilité, mais ils étaient avant tout des domestiques exécutant un certain nombre de tâches. Et c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de retrouver ces tâches précises qu'ils exécutaient par-delà la réputation un peu sulfureuse de conseiller de l'ombre que l'on attribuait au secrétaire. Alors, on verra la semaine prochaine cette articulation spécifique entre le maître et le secrétaire, ce qui est le titre de votre ouvrage. Je reviens et je reste malgré tout sur les origines. On associe généralement les secrétaires d'abord au monde italien. Comment expliquer cette association? Est-ce qu'elle est juste? Alors, Machiavel, par exemple, est un secrétaire? Machiavel, il a été secrétaire de la commune de Florence. Donc c'est un petit peu différent parce qu'il avait une position institutionnelle de secrétaire qui est à distinguer des secrétaires qui sont étudiés dans mon livre, qui sont des secrétaires particuliers, des domestiques attachés à la personne d'un puissant. En revanche, Machiavel, il a beaucoup raisonné sur l'entourage des puissants, sur le conseil aux puissants, et en ce sens, il s'est donné quelque chose comme un rôle par l'écriture, hein, un rôle comme ça de conseiller des puissants associé à une figure de secrétaire. Alors la réflexion du XVIe siècle des Italiens en matière politique a conduit en fait à fortement associer les secrétaires à la Renaissance italienne. En réalité, dans l'espace français que j'ai étudié, il y a des secrétaires particuliers très très tôt, mais il y a une différence. Ils ont moins théorisé leur fonction, ou en tout cas cette fonction a été moins théorisée qu'en Italie, où il y a toute une série de traités du secrétaire qui sont d'ailleurs un petit peu postérieur à la période de Machiavel. Hein. Machiavel, c'est vraiment le tournant 15e, 16e siècle. Et les traités italiens sur le secrétaire, à partir desquels on étudie d'habitude la fonction, ils datent des années 1560, 1630. Voilà. Et alors, il y a une petite réplique en France, il y a des traductions de certains de ces traités, et puis il y a aussi quelques traités français du secrétaire, mais c'est une production bien moins abondante et qui n'avait pas vraiment été étudiée jusque-là. Alors étonnamment, ce champ historiographique était assez inexploré. Vous le dites d'ailleurs au début de votre ouvrage. On a longtemps préféré étudier les valets plutôt que les secrétaires. Alors en fait, il y a deux moments où on étudie ce que moi je rassemble sous l'appellation de secrétaire. Hein. Il y a ces secrétaires de la Renaissance qui sont assimilés à la suite de Machiavel et d'autres à des figures de conseillers du prince. Et puis après, dans les administrations, enfin pour étudier l'essor des administrations de l'État moderne en France, hein, on étudie plutôt le rôle des commis et la figure des commis. Et du coup, ça conduit à une sorte d'histoire implicite qui ferait que les secrétaires particuliers seraient des personnages importants à la Renaissance et puis qui disparaîtraient tranquillement ensuite pour laisser place à un personnel bureaucratique moderne qui seraient les commis. Alors j'essaie de restituer en fait une unité. Hein, au fond, les secrétaires de la Renaissance, ce sont les mêmes, plus ou moins, que les commis que l'on voit davantage dans les sources au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui ensuite ont été pris dans toute la réflexion sur l'essor de l'État moderne, ce qui a conduit à oublier les secrétaires, alors que c'est un peu compliqué à expliquer, mais d'une part les commis ont énormément de caractéristiques, partagent beaucoup de caractéristiques avec les secrétaires particuliers, d'une part, et d'autre part, les secrétaires comme secrétaires, appelés secrétaires dans les sources, il continue à y en avoir beaucoup au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est pas du tout une fonction qui disparaît. Donc il n'y a pas de disparition de la fonction de secrétaire et les commis se développent en même temps que les secrétaires se perpétuent. Voilà, c'est ça. Et alors il y a une autre chose, c'est que on a eu tendance à regarder les
les secrétaires que l'on peut voir dans les administrations quand même du XVIIIe siècle, que vous pouvez y voir l'historiographie, on a eu tendance à les regarder comme la préhistoire des cabinets ministériels des 19e et 20e siècles. C'est qui était une autre manière de créer une rupture avec les secrétaires de la Renaissance. Donc il y avait ce fossé, fin 16e, 17e siècle. Il y avait les secrétaires de la Renaissance d'un côté, la préfiguration des cabinets ministériels, et j'essaie de restituer une histoire au long cours de ce personnel qui était le tout venant du personnel qui entourait les puissants, voilà, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et au-delà, même si je ne fais que esquisser l'histoire de la présence de ces personnels, des secrétaires, au 19e et même au 20e siècle. Alors on est surpris par l'hétérogénéité de cette fonction, et la préface de Roger Chartier le montre, et tout votre livre le montre. Est-ce qu'on peut parler, malgré tout, d'un groupe professionnel homogène ? Hélas, non. Ça serait plus simple si on pouvait les étudier comme un groupe socio-professionnel. Mais ils partagent une compétence dans l'écriture. Ça, c'est ce qui fait leur point commun. Mais ils sont d'origine sociale extrêmement différente. Voilà, il y a des secrétaires de ministres qui viennent de familles d'officiers du roi. Il y a des secrétaires qui ont une extraction bien plus modeste. J'ai travaillé sur des tout petits secrétaires, sur une figure par exemple à la toute fin de l'Ancien Régime de petits secrétaires d'un moine, c'est-à-dire d'un fils de paysan qui se met au service d'un moine savant exilé pour son jansénisme dans une abbaye normande, et ce moine devient aveugle, il a besoin d'un secrétaire, il trouve ce petit paysan qu'il éduque et qui va vraiment faire fonction de secrétaire et qui va se mettre ensuite à écrire, qui va devenir comme ça enseignant. Donc là on a un cas d'ascension sociale, d'un fils de paysan qui va finir par devenir enseignant. Mais vous voyez, à partir d'un bagage socioculturel extrêmement mince, tout à l'opposé. On a le cas de Colbert, que j'étudie dans un chapitre du livre, qui a commencé sa carrière comme commis d'un ministre. Avant de faire la carrière que l'on sait. Vous parlez en fait de zones grises qui ne nous permettent pas au fond d'avoir une vision claire de ces univers sociaux en quelque sorte. Ce sont des domestiques, les secrétaires. C'est ça peut-être le point fondamental. Mais des domestiques, vous le précisez bien, et c'est même enfin, ça pourrait paraître anecdotique, mais c'est très important. Il y a des annonces, il y a des maîtres qui publient des annonces. Voilà, je voudrais un secrétaire, et une liste de toutes les qualités, exactement comme aujourd'hui on publie une annonce, une embauche. Et donc, dans la liste, il n'y a pas simplement que l'écriture, il y a bien d'autres qualités. Oui, il y a cette source fondamentale et formidable. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle apparaissent des journaux d'annonces et alors qui permettent de voir en fait que beaucoup de tâches qu'on pourrait penser être spécifiques aux secrétaires en fait sont demandées à bien d'autres domestiques. Quand on recrute un valet, on s'attend à ce qu'il sache peigner, raser, s'occuper des habits, mais aussi à ce qu'il puisse écrire des lettres pour son maître, voilà. Et puis on voit tout un marché de l'emploi de l'emploi de bureau, qui vont, des secrétaires particuliers qui sont appelés à suivre un jeune maître en voyage en Italie, jusqu'à un secrétaire qui va être plutôt attaché à travailler pour un seigneur pour s'occuper de ses terres et de ses biens. Donc il y a tout un continent d'emplois qui sont dévolus à ce personnel de ce qu'on appelle secrétaire, commis, voilà. On reste dans la bourgeoisie moyenne malgré tout ?
Oui, alors en majorité. La grande majorité des secrétaires sont issus effectivement plutôt de la bourgeoisie, de la petite à la grande, parce qu'il y a aussi le cas de secrétaires qui sont secrétaires étant jeunes, c'est en quelque sorte leur premier poste, ils font leurs armes. C'est le cas par exemple de secrétaires d'ambassadeurs qui vont suivre un ambassadeur. Voilà, dans son ambassade, qui se font par là un réseau de relations, qui ont l'occasion de montrer leurs compétences et qui ensuite revenus en France vont faire une belle carrière dans l'administration royale. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est cette polyvalence, et vous montrez même plusieurs profils de personnages qui n'exercent pas seulement l'activité professionnelle de secrétaire. Ils peuvent avoir plusieurs métiers, dont celui de secrétaire, pardon. Oui, c'est-à-dire la pluriactivité est quelque chose qui apparaît fortement quand on étudie les secrétaires. Alors cette pluriactivité, elle dépend aussi de la condition sociale. Alors, à l'intérieur même du métier de secrétaire, de la fonction, ce qu'on peut demander à un secrétaire n'est pas exactement la même chose suivant sa condition. Il y a une lettre formidable de François de Sales au début vers 1610 où il écrit à quelqu'un pour lui demander qu'on lui fournisse un secrétaire. Voilà, et il explique, mais il faut pas me donner quelqu'un qui est une condition trop haute, parce qu'à ce moment-là, il voudra plus, il n'acceptera pas de me retirer mes bottes. Or c'est de ça dont j'ai besoin. Voilà, un secrétaire qui va écrire, mais qui peut aussi faire les tâches d'un valet. Alors, vous expliquez que les secrétaires au XVIe siècle viennent d'un double mouvement, le besoin croissant en personnel sur fond d'emprise de l'État sur les finances et l'investissement des couches supérieures de la bourgeoisie dans l'office. Oui, je pense que la fonction de secrétaire en France, en fait, elle a elle est assez différente justement de l'histoire des secrétaires italiens. Elle est liée à une fonction précise qui est celle de secrétaire du roi. Alors les secrétaires du roi, c'était des officiers domestiques du roi qui étaient chargés d'écrire les actes, de rédiger les actes royaux et de les authentifier. Ils travaillaient au sein de la chancellerie et assez rapidement, en fait, ce personnel a été doté de beaux privilèges. Donc c'était des officiers qui avaient notamment comme privilège celui de pouvoir d'accéder à la noblesse au bout de 20 ans de charge et de transmettre la noblesse à leurs descendants. Donc c'est devenu un office très intéressant dès la fin du XVe siècle, si bien que beaucoup de bourgeois qui avaient réussi se sont mis à acheter ce type de charge, à l'exercer plus ou moins, et de ce fait ça a contribué à attirer l'attention sur la fonction de secrétaire, quand bien même ces gens-là ne sont pas des secrétaires particuliers, en fait, mais ça a attiré l'attention sur cette fonction, si bien que beaucoup de jeunes gens se sont intéressés, se sont dit qu'ils pouvaient faire ainsi carrière, et sont devenus, eux, des secrétaires particuliers, donc des domestiques, qui répondaient aux besoins croissants, effectivement, de l'administration. Est-ce qu'avec les siècles, le XVIIe, le XVIIIe siècle et le développement de l'écriture, qui était une particularité peut-être au XVIe siècle, cette particularité peu à peu disparaît, si bien que cette exclusivité de l'usage de l'écriture, des compétences, eh bien, fait que le secrétariat s'ouvre davantage à ceux qui souhaitent l'exercer? Alors, c'est sûr que au XVIe siècle, la compétence dans l'écriture est bien moins partagée au sein de la population qu'elle ne l'est au XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, on peut attendre bien plus sans doute qu'au XVIe siècle des valets qu'ils sachent rédiger une lettre pour le compte de leur maître, ou la prendre sous la dictée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une véritable ouverture sociale de la fonction, au fond, au cours des siècles, parce que on a plutôt l'impression que le fait majeur, c'est la
c'est la grande amplitude des origines sociales au fond des secrétaires, hein, entre des petits secrétaires de faible capital social et culturel, hein, jusqu'à des grands bourgeois qui font comme ça leurs armes comme secrétaires. Vous évoquiez tout à l'heure l'ascenseur social. Il y a un ascenseur social. La charge de secrétaire peut activer en quelque sorte cet ascenseur social, mais dans la grande majorité, l'origine du secrétariat détermine la carrière ? Alors, comme tout domestique, hein, comme pour tout domestique, les maîtres étaient supposés, en retour de l'obéissance et de la fidélité, ils étaient supposés avancer leur domestique d'une certaine qui faisait un travail mobilisant des compétences importantes. Donc dans le cas des secrétaires, hein, le cas typique, c'est le secrétaire de l'évêque, hein, qui est son domestique pendant 20 ans et qui, en récompense de ses services, devient et fait chanoine. Voilà, ce qui était un très bon établissement, hein, dans la France d'ancien régime. Donc de ce point de vue, la charge est effectivement un ascenseur social. Mais tous les secrétaires ne jouaient pas le jeu social qui permettait ainsi d'accéder à de belles fonctions, parce que ça supposait quand même de fortes contraintes, hein. Il fallait cette obéissance, cette fidélité avait un coût, et tous n'étaient pas manifestement capable en fait de le jouer avec aussi l'habileté nécessaire pour cela. J'ai étudié notamment le cas d'un secrétaire écrivain, le secrétaire du duc de Lesdiguières, hein, un grand aristocrate du début du XVIIe siècle, et ce secrétaire qui a rendu de fiers services à son maître on peut saisir les services qu'il a rendus, et puis ensuite il est passé au service d'un autre maître, et puis encore d'un autre, et par deux fois, pour des motifs qui n'apparaissent jamais, hein, il s'est fait renvoyer. Voilà. Et là, on a probablement quelqu'un qui n'était pas totalement adapté à l'ambiance de cours, où malgré tout il ne fallait pas faire de faux pas. Quel que soit. Vous dites la fidélité avait un coût, justement le coût. Est-ce qu'on a une idée des rémunérations des secrétaires? Est-ce que un homme au service d'un duc pourrait être moins payé qu'un homme au service d'un ecclésiastique? Vous évoquiez tout à l'heure ce moine aveugle. On a une idée précise du type de rémunération? Alors les secrétaires, ils avaient des gages. Donc qui manifestaient leurs conditions domestiques, et ces gages étaient très variables en fait suivant les maisons où ils étaient employés. Il n'y avait pas de code en quelque sorte. Donc il n'y avait pas de code. Disons qu'il y a une sorte de marché, mais à l'échelle des secrétaires de niveau équivalent. Par exemple, il y a dans la maison de Condé au XVIIIe siècle, il y a une sorte de secrétaire en chef qui veut embaucher un commis, et qui du coup argumente auprès du prince en lui disant à moins de 1000 livres on ne trouvera pas quelqu'un de bien. Voilà. Ouais. Donc ce type de considération existait bien, mais en revanche à la même époque il y avait des secrétaires bien moins payés que ça, voire des secrétaires qui comme d'autres domestiques touchaient leur gage une fois tous les 36 du mois. Mais malgré tout, la rémunération essentielle pour les secrétaires, c'est d'être à un moment donné placés dans une situation stable qui fait qu'ils ne sont plus domestiques. Voilà. Même si il y a assez fréquemment le cas de secrétaires établis dans des positions qui leur procurent un revenu fixe et indépendant de la domesticité, mais qui vont néanmoins rester en même temps secrétaires de leur maître,
parce que être secrétaire, voilà, c'est la proximité au maître, donc c'est aussi la possibilité de saisir des occasions de rémunération ou des occasions d'avancement que une charge plus stable et peut-être plus régulièrement rémunératrice ne va pas apporter. Alors je voudrais revenir sur la polyvalence parce que on parlait de domesticité, du fait que voilà on doit savoir s'occuper des vêtements, on doit savoir raser, on doit savoir peigner, mais il y a aussi des secrétaires à qui on demande des compétences au fond financières et même des compétences de gestion puisque certains secrétariats sont en charge même de l'intendance. Oui. Les secrétaires, ils associent vraiment des fonctions d'écriture hein, et puis des tâches de gestion financière. Hein. J'ai étudié la maison de la Trémoille au XVIIe siècle, hein, qui est une grande maison aristocratique protestante du Poitou. Et les ducs de la Trémoille, ils ont des possessions dispersées entre le Poitou et la Bretagne, eux-mêmes étant souvent à la cour. Et en fait, dans leurs possessions, ils sont représentés par des secrétaires qui gèrent les seigneuries, achètent et vendent des terres, toujours à partir d'une délégation de pouvoir de leur maître. Donc là, on est dans une atmosphère en fait assez administrative, hein, assez bureaucratique, hein, dès le début du XVIIe siècle. Et donc ces gens-là, de fait, doivent être avisés en matière financière et aussi en matière judiciaire, parce que l'une de leurs tâches, c'est de soutenir les procès, voilà, qui étaient toujours nombreux pour les familles aristocratiques. Oui, donc il y a aussi un savoir juridique. Je voudrais revenir sur les commis. Est-ce qu'au fond, puisqu'on arrive peu à peu au terme de cette émission, est-ce qu'au fond la charge de commis est une charge clairement identifiée qui correspond à une évolution administrative de la France et de la monarchie française, et que parallèlement à cela, ces secrétaires, eh bien, ont une charge non pas ce qui s'inscrit dans un flou, mais qui n'est pas clairement défini, ce qui leur donne une flexibilité dans le temps. Oui, je pense qu'on peut dire cela. Alors j'ai longuement réfléchi à la question de la différence entre les secrétaires et les commis. Bon, et ce qui apparaît de plus clair, c'est qu'en fait les secrétaires, c'est vraiment une figure de domestique attachée à son maître. Et de ce fait, les secrétaires, ils sont gagés par leur maître. Voilà. Même quand ce secrétaire est le secrétaire d'un ministre, d'un secrétaire d'État. Voilà. Il me semble, l'hypothèse que je fais, c'est que les commis, ce sont au fond des secrétaires, mais dont la différence statutaire réside dans le fait que leur rémunération est prise en charge par le Trésor royal. Leurs fonctions ne sont pas très différentes de celles des secrétaires, mais leur apparition et leur développement signalent bien un développement de l'appareil d'État en tant que l'État se met à prendre en charge la rémunération d'un certain nombre de serviteurs qui jusque-là étaient rémunérés directement par les grands serviteurs du roi. Alors justement, vous dites l'histoire de la monarchie administrative est une histoire sans secrétaire. Les commis font partie de l'histoire administrative, alors que les secrétaires n'en font pas partie. Oui, c'est parce que cette histoire de la monarchie administrative, elle a en partie été écrite au XVIIIe siècle par les commis eux-mêmes. Les commis qui, gagés sur le Trésor royal, se sont érigés petit à petit, pour le coup, en groupe professionnel, défendant leurs intérêts et les défendant souvent contre les secrétaires qu'ils ont tendu à marginaliser ou à dénigrer ou à rejeter dans l'ombre. Si bien que lorsque on étudie une administration d'Ancien Régime, très massivement, les sources parlent des commis et parlent très peu des secrétaires. Et il faut ruser pour les retrouver, ces secrétaires qui pourtant étaient bien là.
Vous soulignez le rôle du Trésor royal. Est-ce que, par extension, et sans tomber dans l'anachronisme, on pourrait au fond dire que le monde du secrétariat évolue dans un monde qu'on appellerait privé, et le commis, lui, peu à peu se développe dans l'univers public de cette monarchie administrative? Ou est-ce que le fait de plaquer ce côté binaire que nous avons, nous, aujourd'hui, dans nos représentations, serait une erreur? Disons que les secrétaires, ils travaillent pour des personnages publics. Voilà. Fondamentalement, ils travaillent pour des juges, pour des ministres, pour des princes, pour des archevêques, des personnages publics et des personnages politiques. Donc ils exercent bien une fonction publique. Une fonction publique, et ils ont même il y a le rôle le plus spécifique qu'on leur attribue est celui de contresigner les décisions de leur maître. Voilà, il y a besoin d'un contreseing, et le contreseing, c'est le secrétaire qui le donne. Donc je pense que on ne peut pas imaginer, en tout cas, regarder l'évolution de cette administration comme éliminant petit à petit les secrétaires qui seraient au profit d'un personnel tout public. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne correspond pas à la réalité. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Chapira. Donc, maître et secrétaire, 16e, 18e siècle, l'exercice du pouvoir dans la France d'Ancien Régime, un livre paru chez Albin Michel et préfacé par Roger Chartier. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler davantage de cette relation entre le maître, d'une part, et le secrétaire. Merci. Et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau cours d'histoire.